Bon, écoutez, voilà, moi je souhaitais effectivement qu'on puisse tenir une conférence de presse parce que le moment, vous l'avez compris, est particulier. Donc, d'après ce que j'ai pu entendre hier soir, nous sommes à la moitié de la durée du confinement, a priori, hein, parce que les choses évoluent vite. Et donc, je voulais tout d'abord m'adresser à tous les habitants du Grand Figeac en leur souhaitant courage et résilience pour la période qui reste à venir et puis leur souhaiter évidemment tout ce qu'on peut espérer de mieux. On est un territoire à préserver. Force est de constater qu'on a la chance de ne pas avoir encore beaucoup de cas, mais pour autant, il faut rester très prudent et très vigilant et rester chez soi. Je crois que c'est le premier des messages qu'il faut faire passer dans cette période où est-ce qu'on n'est pas encore à l'abri du pire sans vouloir dramatiser la situation. Hein. Mais en tous les cas, il faut quand même rester prudent. Je voudrais également m'adresser à toute la communauté de soignants de ce territoire du Grand Figeac, parce qu'ils ont été toutes et tous largement mobilisés sur ces questions-là, et ici comme ailleurs, il faut les soutenir, parce qu'on s'est rendu compte de l'importance que pouvait avoir toute la grande famille des soignants sur notre territoire national, mais également à l'échelle mondiale, ce qui est particulier. Hein. C'est assez rare qu'on puisse avoir des moments où est-ce qu'on puisse faire sur une ou plusieurs professions, en tous les cas, des sujets comme cela. Donc, félicitations à eux pour rester mobilisés. Je sais que certains se sont portés volontaires d'ailleurs pour, par exemple, rester dans les EHPAD pendant 15 jours s'il le fallait. Enfin bon, je sais qu'il y a eu une large solidarité qui s'est mise en place et je crois qu'elle est à saluer. Et ils ont en tous les cas toute ma reconnaissance et celle des élus du Grand Figeac. Pour l'ensemble des populations vulnérables, parce qu'on a parlé effectivement des malades qui ne sont pas encore très nombreux chez nous, mais on a toute une population aussi vulnérable. Je pense notamment aux personnes âgées de ce territoire, comme l'ensemble des personnes vulnérables qui, eux aussi, ont besoin de soins particuliers et d'une attention en cette période qui est encore plus particulière. Voilà, donc c'est d'abord un message d'encouragement que je veux aussi envoyer à ce territoire qui est souvent en capacité de pouvoir se montrer dynamique et concerné sur plusieurs questions, mais là, il faut qu'on garde cette même dynamique sur cette période qui est pour le moins singulière, mais qu'il va falloir qu'ensemble on puisse surmonter. Donc, vous l'avez vu, je pense, nous avons lancé plusieurs initiatives où le maître mot est la solidarité pour pouvoir essayer d'enclencher là aussi des dynamiques sur notre territoire. J'ai aussi quand même une pensée, je voudrais le dire, au monde économique qui est largement touché et perturbé. Les annonces d'hier soir vont certainement amener beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes et d'anxiété chez certains. Je pense notamment à l'ensemble des commerces de bouche, des propriétaires de bars, de restaurants, de camping, toute l'activité touristique qui va être largement impactée sur cette année 2020 et par ce virus. Donc, ils ont tout notre soutien et vous allez voir qu'on va essayer aussi ensemble de les aider à traverser cette période. Mais je comprends quand on est entrepreneur qu'on puisse avoir des questions et des inquiétudes sur une période aussi grave que celle qu'on traverse. Voilà, donc si je vais un peu sur les choses que nous avons souhaité mettre en place depuis le 13 mars. Hein. Donc il y a tout le plan de continuité d'activité que vous avez plus ou moins relayé. Je vous en remercie d'ailleurs parce qu'on a eu de bons relais presse sur la période. Et on a souhaité donc d'abord préserver effectivement nos personnels, mais en assumant et en assurant le service public et la continuité du service public auquel moi et d'autres sommes très attachés. Donc tout ce qui concerne les services essentiels ont été maintenus et pour les autres, ils ont été fermés ou aménagés de façon à ce qu'on puisse à la fois répondre aux
deux problématiques et aux deux enjeux que je viens de vous citer. Tout ce qui relève de la première nécessité et sur lequel nous avons travaillé suivant les directives d'État, je veux citer bien sûr les crèches, qu'elles soient en compétence directe ou qu'elles soient gérées par des associations ou par des collectivités de deuxième rang, ont été maintenues de manière à ce qu'on puisse accueillir au départ les personnels soignants. Et je voudrais aussi dire d'ailleurs que j'ai été un des premiers à souligner l'intérêt de pouvoir également accueillir dans nos structures, puisqu'on nous demandait de les laisser ouvertes, les enfants des gendarmes, les enfants des pompiers et les enfants de tous ceux qui ont en fait nécessité de rester en activité pendant cette période particulière. Donc ça fonctionne. On a malgré tout finalement pas accueilli tant d'enfants que ça. Peut-être au vu de la durée du confinement et de son prolongement, nous serons amenés à le faire. Dans tous les cas de figure, nous répondrons sans aucune difficulté à cette attente avec nos partenaires. Hein. Je pense à l'association Ségal qui gère les crèches de la Batude et de la Tronquière, ou bien les Ballons Rouges à Cardaillac, qui eux aussi sont mobilisés sur cette question. Ensuite, nous avons effectivement travaillé avec le CIS pour la continuité du portage des repas à domicile, l'épicerie sociale également, qui est quelque chose d'important. Hein. Nous avons relayé les initiatives de portage de courses qui ont pu être mises en place, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais le lancement d'une plateforme nous a permis aussi de trouver pas mal de bénévoles pour pouvoir assumer cette tâche en tant que de besoin. Voilà, donc la collecte des déchets ménagers, sans que cela paraisse au quotidien, mais là on s'est aperçu effectivement que c'était un sujet important, donc on a mis en place tout ce qui était nécessaire pour pouvoir assurer la continuité de la collecte des déchets, et je salue évidemment l'engagement de nos personnels, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais en tous les cas tous ceux qui ont été en première ligne. Le chenil et la fourrière, donc on assure le service minimal, ça aussi je crois qu'il faut le relater, parce qu'on a eu quelques coups de fil par rapport à ça, mais il faut bien comprendre qu'on a difficulté à mobiliser les bénévoles sur une période comme celle-là. Donc le service fonctionne, mais il fonctionne, pardon, à minima, pour pouvoir assurer l'ensemble des soins indispensables aux animaux, mais on ne va pas ni en récupérer ni en accueillir, et j'espère que tout le monde comprendra. Nous avons également la particularité par rapport à d'autres collectivités d'avoir un centre de santé, donc sur les 4 sites, mais nos centres de santé fonctionnent avec les difficultés du moment, mais aussi la nécessité de pouvoir être très prudent par rapport à ce fonctionnement, d'organiser les choses pour pouvoir permettre là aussi de protéger nos personnels, mais également de répondre aux attentes des citoyens qui sont, comme vous le savez, de plus en plus inquiets sur ces questions-là, donc sur les questions de santé. Donc il fallait que notre centre de santé puisse répondre aux attentes, et je suis assez satisfait de la manière dont il s'est développé. Le transport à la demande, qui nous a valu d'ailleurs quelques reportages ces jours derniers, qui lui aussi fonctionne avec des transporteurs qui se sont engagés à mettre en œuvre les conditions de distanciation, hein, donc tout ça fonctionne. Vous avez pu voir aussi qu'on sera relais en tant que de besoin de l'initiative qui est lancée par la région et qui a mis donc le transport à la demande à destination des soignants, donc des personnels d'hôpitaux, d'EHPAD, etc. Donc la région le finance, et évidemment la collectivité du Grand Figeac pourra elle aussi relayer et assister et faire fonctionner donc ce transport à la demande sous ces modalités-là. Pour tous les autres services qui ont pu être mis en œuvre de la continuité, donc en télétravail, hein, c'est un mot très à la mode, que pour certains, pas pour moi, hein, parce qu'on en faisait déjà un bon peu à la région, mais on a découvert ou redécouvert avec des outils comme Zoom d'ailleurs, qui marche très bien, mais ce qui concerne le SPANC, l'habitat, le développement économique et touristique, la culture, qui est un secteur aussi très impacté,
la comptabilité, hein, les ressources humaines, les marchés publics, enfin tout ce qu'on a à gérer dans une collectivité, suivant les besoins, parce qu'évidemment, quand on parle de comptabilité, on ne peut pas porter le logiciel à la maison, hein, alors que sur d'autres services, c'est quand même un peu plus simple. Mais l'idée, ça a été de fonctionner au maximum en télétravail avec un présentiel dans les locaux de la communauté de communes à minima. Pour autant, on a 2 à 3 personnes par étage sur le site de FIJAC et puis de temps en temps sur les autres sites en tant que de besoin, mais on a été, je crois, très prudent par rapport à ça. Par ailleurs, donc, on a maintenu un accueil un service d'accueil téléphonique. Là aussi, je pense que c'est essentiel. Vous m'avez entendu dire que j'étais très attaché à la continuité du service public. Et dans des périodes aussi perturbées que celles qu'on traverse, le service public doit pouvoir montrer qu'il est efficient, efficace et prêt à répondre. Et la moindre des choses, donc, c'est répondre dans un premier temps aux appels. Donc, ce service d'accueil est en place. Vous trouverez sur le communiqué le détail de la manière dont on peut le mobiliser. Ensuite, donc, on a choisi de mettre en place quelques mesures exceptionnelles. Alors, je vois d'autres collectivités qui ont réfléchi à certaines choses. Nous, je crois que nous avons été assez actifs sur cette période et j'en suis très heureux parce que je pense que c'est important. On fait partie des collectivités qui sont assez jeunes dans l'histoire de notre pays. Mais vous me savez convaincu de l'échelon communautaire et vous me savez aussi convaincu de la dimension de notre collectivité. Et sur des moments comme ça, on doit véritablement montrer qu'on a des capacités de réaction et de réactivité qui sont importantes et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord en écoutant les problématiques qui se posaient à nous. Pour ma part, j'ai d'ailleurs, et je le fais assez régulièrement, contacté certains entrepreneurs du territoire, évidemment les grands comptes, mais également des entreprises d'une dimension un peu inférieure pour savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils imaginent l'avenir, etc. Je crois que c'est important de pouvoir être à l'écoute. Ensuite, pour toutes les entreprises qui sont hébergées, donc soit sur l'hôtel d'entreprise, soit à la pépinière, ou bien encore dans nos ateliers relais, nous avons décidé donc d'un report des loyers de ces entreprises pour pouvoir leur permettre d'imaginer la suite un peu plus facilement. C'est d'ailleurs une mesure que j'aurais aimé voir réfléchie au niveau national, parce que je pense qu'un travail aurait pu être possible avec les propriétaires. Beaucoup d'entreprises, et notamment les restaurateurs et les petits commerces des centres-villes, sont soumis à une pression locative qui est forte. Et j'ai saisi l'autre jour le préfet sur la question en lui demandant de voir avec le consortium des propriétaires ou les différentes organisations de propriétaires s'il n'était pas possible d'imaginer une période de 3 mois ou de 6 mois sans loyer, sachant que celui qui a un emprunt pourrait négocier avec la banque et on pourrait le faire collectivement sur un report in fine de la charge, c'est-à-dire au terme de la durée de son emprunt. Qu'est-ce que c'est 3 ou 6 mois sur une vie? Qu'est-ce que c'est 3 ou 6 mois sur la durée de remboursement de l'emprunt quand on traverse une période aussi incertaine que celle-là? Et je crois que tout le monde y aurait intérêt, parce qu'au bout du bout, l'idée, c'est de sauver les entreprises. Et encore une fois, la charge locative est forte pour les entreprises. Et le propriétaire qui n'aura pas une oreille attentive pour accompagner cette période risque avant tout de perdre l'entreprise qui est dans ses locaux. Et donc, j'aurais aimé voir une initiative nationale de cette envergure sur le territoire. Encore une fois, j'en ai relaté à M. le Préfet vendredi dernier. J'espère que ça pourra faire écho, mais à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait en tous les cas une volonté de pouvoir aller jusque-là. Pour revenir un peu plus précisément au Grand FIJAC, nous avons mis en place donc une ligne téléphonique pour orienter et renseigner également les entreprises, de manière à ce qu'elles puissent avoir l'écoute, parce qu'il y a aussi une dimension économique, certes, mais elle peut devenir sociale, parce qu'on a une forme de détresse, et on le voit sur les standards d'écoute. Alors,
programme FIJAC, on ne l'a pas encore remonté, mais en tous les cas pour celui de la région. Ensuite, donc, il y a eu plusieurs positions de collectivités sur la poursuite des chantiers. Nous avons un certain nombre de chantiers sur le territoire et pour ma part, j'ai souhaité laisser le choix aux entreprises. Donc, on a regardé quelles étaient les conditions de poursuite de chacun des chantiers, mais en tous les cas, j'ai bien écouté les entreprises. Pour certaines, elles ont souhaité que le chantier s'arrête. Pour d'autres, elles auraient souhaité ou elles ont souhaité le poursuivre. Et suivant la dimension de l'entreprise, suivant les attentes de chacun ou sa capacité à mettre en place un plan de continuité d'activité, toutes n'ont pas les mêmes besoins. Donc on a laissé les entreprises libres et j'ai demandé aux coordonnateurs SPS, donc qui sont les missions de suivi de protection, et je ne me rappelle plus le terme consacré, mais enfin en tous les cas c'est eux qui doivent organiser la sécurité sur les chantiers, d'être très présents. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le leur rappeler puisqu'ils étaient présents vendredi dernier à la préfecture et je pense qu'ils ont pour le coup un rôle important à jouer. Donc on a des chantiers qui se sont stoppés, d'autres qui ont continué, d'autres qui vont redémarrer et moi je souhaite que dans la mesure du possible et du respect des règles, évidemment chacun puisse faire comme il l'entend. Ensuite, on a aussi choisi un versement anticipé de 80% des subventions aux associations communautaires, sans se préoccuper en fait de savoir si oui ou non elles allaient pouvoir organiser leurs événements cette année. L'idée, c'était aussi de les sortir de l'anxiété dans laquelle le pays est plongé. Et nous travaillerons ensuite sur des questions qui seront celles de la possibilité ou pas d'organiser les événements. Malheureusement, un certain nombre ont été reportés. Certains événements qui étaient exceptionnels, je pense à Pâques en Quercy, qui avait mobilisé beaucoup de bénévoles, mais qui a dû être reporté, et bien d'autres événements. Donc je crois que là-dessus, on a voulu être à l'écoute du monde associatif parce que je le dis souvent, mais le monde associatif est l'oxygène de mon territoire. Donc si nous ne savons pas l'écouter, au-delà des difficultés économiques que chacun peut rencontrer, si on n'a pas capacité, dès lors que le confinement sera terminé et les choses pourront de nouveau s'organiser, un monde associatif qui soit en capacité de rebond, nous irons vers des difficultés. Donc pour le moment, nous avons fait ce choix et j'espère en tous les cas qu'il permettra à tout un chacun de pouvoir rester bien sûr vivant, mais aussi actif pour la suite. Donc on a également pour tout ce qui concerne les services culturels, proposé donc une offre hebdomadaire que vous retrouverez en détail sur le communiqué de presse qui vous sera transmis, de façon à ce qu'on ne coupe pas complètement. Et j'ai d'ailleurs fait ce matin d'autres propositions en termes de réflexion. Du fait que le confinement va durer un mois de plus, j'ai demandé à ce qu'on regarde si on ne pouvait pas organiser pour le service de lecture, en fait de prêt de livres, pardon, un drive pour pouvoir permettre à tout un chacun de se confiner en lisant, ce qui est peut-être pas plus idiot que de se confiner en regardant la télé ou bien d'autres supports qui sont aujourd'hui à la disposition de tous. Donc voilà, ça pourrait être une proposition intéressante et nous allons la travailler. J'espère que nous trouverons la solution. Je comprends que je comprends aussi que je demande beaucoup aux services qui ont été jusqu'alors très à l'écoute et toujours en capacité de trouver les solutions. Mais par rapport à ce que je vous ai dit avant, on le doit. Donc il faut vraiment qu'on puisse y aller. Ensuite, nous avons le troisième volet, c'est les actions solidaires et citoyennes que nous avons souhaité lancer. Alors là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Nous sommes sur une période, comme je vous l'ai dit, qui est singulière et inédite. Chacun le mesure évidemment. Et je crois que c'est aussi l'occasion, par rapport à un nouveau modèle qui devra se mettre en place et qui, de mon point de vue, pourrait partir de territoires comme les nôtres, hein, parce que comme vous le voyez, et comme j'ai pu vous le dire, nous sommes à cette heure assez protégés. En tous les cas, beaucoup plus protégés que les milieux bien plus urbanisés
type métropole ou communauté d'agglomération ou communauté urbaine. Et je crois que nous avons l'occasion ici de démontrer les atouts de nos territoires. Mais il faut qu'on s'organise. Et je crois que la solidarité et la citoyenneté doivent être à la base de cette démonstration. C'est pour ça qu'on a choisi de lancer plusieurs opérations qui, pour certaines, j'espère, iront à leur terme. En tous les cas, elles sont toutes très bien parties. Mais je pense à la première, donc, qui a été la fabrication de masques, parce que pour ma part, j'ai toujours cru à la solution du masque. Alors la solution, pas une solution évidemment, on est bien mieux sans masque, hein. L'idée c'est pas celle-là, mais oui, j'entends depuis le départ que le masque ça sert à protéger les autres. Mais l'idée c'est aussi qu'on puisse avoir un maximum de population qui s'autoprotège en quelque part. Donc je pense que le port du masque sera un outil indispensable et j'ai pu le mesurer d'ailleurs à la préfecture vendredi puisque les entreprises ont clairement évoqué au préfet que sans masque et sans moyen de protection, elles ne reprendraient pas pour la plupart les chantiers. Donc l'idée ça a été, comme vous le savez, de lancer une fabrication de masques, pas de n'importe quelle manière, j'insiste là-dessus, puisque nous avons choisi un tuto, alors je ne sais pas si on appelle ça un tuto, mais vous tournerez les bons mots, en tous les cas un modèle qui était préconisé par CHU de Grenoble, qui depuis a pu recevoir d'ailleurs un aval de l'AFNOR sur l'intitulé de masque barrière. Et dans le même temps, on réfléchit, enfin on réfléchit pas, on a consulté donc des bureaux d'études, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, vous n'avez pas un bureau d'études, c'est bureau de certification. Voilà, bureau de certification, pour pouvoir voir nos masques certifiés. Donc, c'est une opération qui coûte autour de 1 000 €, mais qui, je pense, peut d'abord en rassurer un certain nombre et puis montrer comme on doit le faire pour le rendre d'une collectivité comme la nôtre, que c'est quelque chose de sérieux sur lequel nous avons travaillé. Donc nous avons, pour commencer, réussi à produire 200 masques. Le Grand Figeac a acheté le tissu et je voudrais remercier l'entreprise Mouton Givré qui les a découpés et fabriqués. Donc ces 200 masques, ils ont été à la destination de nos agents, notamment les déchets ménagers, bien sûr, mais aussi les crèches, les centres de santé et d'autres agents qui étaient donc en prise directe avec le public. On a donc vu que les choses finalement étaient possibles et assez intéressantes et on a souhaité poursuivre cette opération. Donc on a lancé une autre fabrication. Cette fois-ci, l'idée, c'était un appel au territoire parce que j'ai eu sur mes réseaux, ou via d'ailleurs les réseaux du Grand Figeac, plusieurs sollicitations de personnes intéressées pour fabriquer. Donc l'idée a été, dans un premier temps, que nous, élus, puissions mettre la main à la poche pour financer le tissu, et ensuite donc des bénévoles pour pouvoir réaliser ces masques. Donc nous en avons fait 1700 de plus, qui sont aujourd'hui quasiment tous livrés. Et donc nous distribuons, suivant un travail qui a été fait avec la préfecture, et une liste qui relève évidemment de tout. Alors, c'est toutes les structures qui dépendent de la santé ou des services sociaux et qui ont pu, qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, comme j'ai souhaité depuis le départ pouvoir tenir des réunions de vice-présidents toutes les semaines, ils sont aussi très productifs en termes d'idées. Et donc, l'idée qui nous est venue collectivement, c'est de pouvoir réfléchir à équiper tout le territoire de masques. Pour ceux qui le souhaiteraient, évidemment. On a chacun remarqué la capacité d'organiser que pouvait avoir le Grand Figeac. Donc, nous avons décidé de lancer cette opération. Donc, le Grand Figeac achèterait le tissu, le ferait prédécouper et livrerait des kits aux différentes couturières qui se sont aujourd'hui manifestées. Je pense qu'il y a à peu près 60 à l'heure où on se parle. Alors, dans un premier temps, on part sur 4500 masques supplémentaires
pour les personnels des personnels non soignants et des services publics, puisque quand même notre idée au départ, c'est de pouvoir d'abord équiper le service public. Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc les élus ont souhaité participer, mais nous avons lancé donc une collecte via un organisme de collecte qui est habilité, qui s'appelle KissKissBankBank, qui a pour objectif de collecter des moyens pour pouvoir financer l'acquisition de tissus. Sachant que ces tissus, évidemment, sont réglementés pour avoir des masques certifiés. Il faut partir de matériaux qui répondent aux réglementations. Et je me permets d'insister là-dessus, parce que d'abord, c'est très difficile à trouver par les temps qui courent, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls à travailler sur cette question. Mais le fait de passer par la collectivité nous permet d'avoir cette garantie. Donc, on achète, on prédécoupe et on livre les kits. La collecte, on a mis des objectifs qui sont assez honorables, puisque l'idée c'est de pouvoir aller sur une collecte de 5 000 euros. Et chaque euro qui sera apporté par un habitant sera abondé d'un euro supplémentaire apporté par la collectivité. Voilà ce que je crois intéressant en termes de participatif, en termes de citoyenneté. Je balaye d'un revers de main tous ceux qui voudront d'ores et déjà dire que c'est un impôt supplémentaire. L'idée, c'est pas du tout ça, c'est de pouvoir faire ensemble et améliorer les conditions de notre territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît intéressant. Et puis, je vois que c'est un problème. Ça a répondu très vite parce qu'en fait, les premiers élus qui avaient participé, c'était le président et le vice-président. Et très vite, d'autres élus communautaires m'avaient fait savoir qu'ils souhaiteraient participer. Donc, c'était pas facile à faire sans qu'on l'organise. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lancer cette pas cagnotte, mais cette plateforme de collecte de façon à ce qu'on puisse être parfaitement intégré. Elle est ouverte jusqu'au 24 avril et je crois que c'est important que tout un chacun, l'idée c'est surtout pas qu'on puisse avoir de grosses sommes collectées par personne, mais c'est que chacun puisse y participer parce que plus nombreux nous serons, mieux ça sera. Ensuite, on a eu une autre forme de soutien sur une initiative citoyenne qui était lancée donc par plusieurs personnes et par un collectif donc qui s'appelle, je crois, les Makers, qui avait pour objectif de fabriquer des visières. Donc, nous avons mis à disposition notre Fab Lab avec ses imprimantes 3D pour pouvoir fabriquer le support de la visière en question. Et ça, je crois que c'est ouvert depuis, je ne sais plus, mais le Fab Lab est à disposition depuis une semaine exactement. Donc, de la même manière, nos attentes par rapport au fait qu'on accepte la mise à disposition de nos imprimantes, c'est qu'on puisse servir avant tout le service public et en descendant dans la liste qui est co-validée par la communauté et par la sous-préfecture. Voilà, donc vous aurez le nombre de visières qui ont déjà été produites, mais ça, je crois qu'on en produit une 60aine par jour, en fait, ça va assez vite et il n'y a pas que nos imprimantes qui tournent, puisque d'autres tournent également sur le territoire, mais c'est, je crois, une initiative intéressante pour montrer qu'on peut faire ensemble. Une autre initiative que nous avons lancée dès le départ et qui est en application depuis vendredi, c'est de pouvoir équiper nos EHPAD, dans un premier temps, de tablettes tactiles pour pouvoir organiser en fait des visios entre les familles et les personnes d'un certain âge et qui doivent malheureusement rester confinées. Et puis depuis d'ailleurs le début de la crise, le confinement s'est durci pour eux puisqu'ils sont aujourd'hui confinés dans leur chambre. Donc l'idée, c'était de pouvoir, soit à partir d'un site de la communauté, permettre aux familles de communiquer avec leurs aînés, mais finalement, d'un point de vue technique, pour certaines, elles peuvent même le faire depuis chez elles, donc je suis très satisfait de ce que nous avons mis en place.
Dès le départ, d'ailleurs, on avait été repéré par Orange, qui nous avions sollicité l'acquisition de tablettes pour pouvoir nous faire une offre commerciale. Bon, l'offre commerciale n'a pas été à la hauteur de nos attentes, d'ailleurs, mais depuis, ils sont venus accompagner notre initiative en nous offrant des 4 tablettes supplémentaires, dont nous en avons acheté 16. Ils nous en ont mis 4 ils nous en ont offert 4, pardon. C'est la Fondation Orange qui l'a fait. Ils ne m'ont pas demandé de leur faire de publicité, mais je crois quand même qu'il faut le signaler. Ce qui nous permet en fait de travailler un échantillon un peu plus grand, sachant que depuis, nous avons élargi aussi l'opération grâce au matériel qui nous est prêté ou mis à disposition par l'association Ségalani Marga. Je crois que c'est 12 tablettes supplémentaires. Voilà, donc ce qui fait 32 appareils qui nous permettront de nous servir l'ensemble de nos EHPAD et j'espère d'autres structures qui travaillent autour du handicap. En tout cas, c'est notre souhait et j'espère que nous pourrons les servir à la fois à Caille-Migret, la PEI, etc. Parce qu'eux aussi ont des besoins et malheureusement traversent des moments particuliers. Donc cette initiative, je crois qu'elle est finalement la bienvenue, mais attention, c'est long à mettre en place. Hein. Donc il faut se le dire. On est aujourd'hui au bout. Moi, je salue le travail qui a été fait par les services parce qu'il y a évidemment l'acquisition et tout ce qui va avec, mais il y a derrière la technique et tout ce qu'il est nécessaire en termes de réglage, etc. Donc, nous y sommes et j'en suis véritablement très heureux. Vous trouverez le détail dans le communiqué de presse qui vous sera envoyé. Voilà où nous en sommes et ensuite donc nous avons également réfléchi depuis quelques semaines et ça a été un peu plus vite une autre plateforme d'entraide citoyenne qui s'appelle donc Mon Voisin Solidaire et qui a été développée là aussi grâce à l'entreprise informatique Lotsele qui l'a fait bénévolement, il faut quand même savoir le dire, et qui nous permet en fait de mettre en relation ceux qui offrent des services et ceux qui sont en demande. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que nous avons beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc n'hésitez pas à relayer dans vos colonnes l'intérêt que pourraient avoir certaines à se faire, je sais pas moi, porter des courses. J'ai vu qu'il y en a qui s'étaient inscrits aussi pour donner des cours. Enfin, bon, allez sur la plateforme, il y a une offre qui est non pas pléthorique mais assez intéressante et une fois de plus vous retrouverez les chiffres précis puisqu'on a 55 aidants qui se sont inscrits sur 44 communes du Grand Figeac, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Et vous verrez qu'il y a également quelque chose qui est assez intéressant à relever, c'est que c'est principalement de jeunes gens qui se sont inscrits. Donc notre territoire a un bel avenir, je crois, parce qu'il est solidaire et les jeunes générations sont aussi très sensibles à ces questions de solidarité. Donc voilà où est-ce que nous en sommes par rapport à ces sujets-là. Et pour terminer, je voudrais vous dire également, j'ai pu vous dire donc que les réunions de l'exécutif, c'est-à-dire des vice-présidents, se tenaient de manière hebdomadaire, donc tous les mercredis matin, sous forme de visio, à travers l'outil que nous avons d'ailleurs aujourd'hui. Mais à ma grande surprise, en fait, il y a, je crois, quasiment moins d'absents que lorsque nous faisons des réunions physiques. Donc, même les plus éloignés de la technologie ou les plus reculés dans le territoire qui ont quelques soucis de connexion ont trouvé les solutions. Je ne citerai personne, évidemment. Mais en tous les cas, ils ont trouvé les solutions et c'est très suivi. Et je m'en félicite parce que ça permet aussi de voir l'intérêt que chacun porte à notre collectivité et j'en suis très heureux. Du coup, on a souhaité aller plus loin. Et je pense qu'on va être d'ailleurs la première collectivité à le faire, mais on n'est pas là pour décrocher des trophées en cette période. Mais j'ai souhaité qu'on puisse organiser
Donc, on aura une réunion de bureau jeudi. Sachez que le bureau, c'est 39 élus, je crois. Donc, peut-être ils ne seront pas tous là. Le modérateur que je serai aura évidemment fort à faire, je suppose, mais je vois que les choses s'organisent assez facilement et j'ai confiance donc aux jeunes qui font partie du bureau pour pouvoir être disciplinés et organiser le débat. L'idée, c'est surtout d'informer, hein, parce que la loi qui a été votée ces jours derniers, finalement, donne beaucoup de pouvoir au président. C'est pas mon genre que d'appliquer le pouvoir sans partager le débat. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse en discuter, informer et que chacun puisse remonter son point de vue. Et dans la continuité de cette initiative, mon objectif, c'est d'organiser un conseil communautaire, on va dire dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent, de la même manière, pour pouvoir permettre... alors, là aussi, c'est assez particulier parce que nous aurons, à cette heure, nous sommes chargés de convoquer à la fois les sortants, qui sont toujours en place, mais également les nouveaux qui ne sont pas encore en place. Donc c'est un exercice particulier, assez inédit, je vous l'avoue, mais je pense que ça a du sens et je tiens vraiment à ce qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc nous allons très prochainement pouvoir, je l'espère, réunir notre premier conseil communautaire, non pas virtuel, hein, parce que c'est pas du tout virtuel, mais avec des méthodes qui sont celles que nous avons pu expérimenter pendant cette période. Voilà, donc ce que je souhaitais vous dire, encore une fois en remerciant tous ceux qui nous entourent, nous les élus, et qui ont été remarquables pour traverser cette période. Mais attention, nous ne sommes qu'à la moitié du confinement, donc nous devrons redoubler d'efforts sur la période à venir. Savoir d'ailleurs tirer profit et tirer parti de ce que nous avons vécu jusqu'alors, hein, qui est aussi, après un mois de confinement, doit nous apporter quelques leçons. Donc nous devons améliorer un certain nombre de choses et puis continuer à être tourné vers l'avenir. Je voulais demander quelque chose par rapport au tourisme. Vous disiez tout à l'heure que le Lot, alors je mets des guillemets, mais pourrait, voilà, dans cette période et dans le fait qu'il soit assez préservé, finalement, tirer une certaine attractivité. C'est d'ailleurs ce que me disait le directeur de l'Office de tourisme de Figeac il y a quelques jours, que les demandes allaient dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, justement, qui ne savent pas s'il y aura des vacances cet été, qui s'inquiètent, les professionnels du tourisme, surtout, dans le Lot. Comment vous gérez ça, cette situation? Comment faire que le Lot et le Grand Figeac deviennent un territoire, restent un territoire attractif et puissent communiquer, valoriser ses atouts et cet environnement? Alors, vous avez raison de m'interroger sur ce sujet parce qu'en fait, j'ai pas été suffisamment complet sur cette question-là. On a, comme je vous l'ai dit l'autre jour, une réunion à la préfecture avec les différents représentants du monde économique et principalement une réunion particulière sur la question du tourisme. Donc, il y a 2 temps. Il y a le temps que nous traversons actuellement, qui en fait est plein d'incertitudes. Hein, quand est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir les campings? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir en fait retrouver une activité? Ça, on ne le sait pas. Vous avez vu hier soir dans l'expression du président, le 11 mai, levée du déconfinement pour un certain nombre de sujets, mais le tourisme, a priori, impacté jusqu'au 14 juillet. Donc comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est pas à moi de le dire. Il faut que vous ayez chercher leur réponse ailleurs. Ce qui est clair, c'est qu'on a l'année 2020 qui va être une année particulière. J'espère pour ce secteur-là qu'on arrivera à sauver sur l'arrière-saison. Mais dans tous les cas de figure, il y a l'après. Et l'après, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur l'agriculture, et que ce soit sur l'économie, d'une manière générale, je pense que nos territoires ont effectivement à construire le lendemain par rapport aux atouts qui seront ceux que cette crise a mis en exergue.
Donc un secteur touristique effectivement qui sera certainement très impacté. Dans le même temps, sachez également que nous allons réfléchir à accompagner les mesures qui sont mises en place par la région à l'échelle de la collectivité. C'est un appel de la présidente de région qui propose en fait aux communautés de communes de pouvoir venir soutenir les mesures qui sont mises en place par la région, donc à destination évidemment du monde économique et le tourisme est une partie prenante de ce monde économique. Donc je ne vous l'avais pas dit, mais en tous les cas, l'objet et l'objectif d'ailleurs de pouvoir tenir des exécutifs, des bureaux et des conseils communautaires malgré les conditions dans lesquelles nous travaillons actuellement, c'est aussi pour pouvoir trouver la réactivité et amener les réponses, par exemple à la présidente de région, comme on devra le faire assez rapidement. Alors, le Grand FIJAC n'a pas de compétence sur l'organisation des marchés. Pour autant, son président peut avoir un avis. En plus, comme il est vice-président de la région en charge de l'agriculture, il a forcément un avis. Moi, je suis pour la réouverture d'un maximum de marchés. Et je pense très sincèrement que nous avons capacité à organiser des choses pour protéger nos populations de commerçants, mais également nos populations de clients. Quand on voit ce qui se passe dans certains supermarchés, je suis convaincu de ce que je dis et je sais aussi que ça peut être une solution pour l'agriculture que nous devons mettre en place demain et notamment celles et ceux qui font le choix de pouvoir vendre directement leurs produits, donc à travers la vente directe. Et le marché est un endroit où, évidemment, ils auront beaucoup plus de facilité. Donc, je soutiens et demande chaque semaine à monsieur le préfet de pouvoir réouvrir un maximum de marchés, là où les communes, évidemment, elles font la demande. Je crois qu'on a été entendu, parce que beaucoup de marchés ont aujourd'hui réouvert, mais nous pouvons encore nous améliorer. Et qu'en est-il des activités sportives ? Alors, les activités sportives, qu'on soit en fait sur un sport individuel comme sur un sport collectif, elles sont pour le moins interdites. Alors, si, bien sûr, dans votre salon, dans vos chambres, dans votre escalier. Mais c'est un sujet qui est assez préoccupant pour certains clubs et qui est également préoccupant, non pas par rapport à la santé du territoire, parce qu'on retrouvera vite la forme, autour du sport, comme autour de la culture d'ailleurs, où est-ce que s'organisent beaucoup de rencontres sociales, mais aujourd'hui, le point mort qu'on constate est vraiment assez préoccupant de ce point de vue-là. Ensuite, je vous l'ai dit, pour ce qui concerne le Grand FIJAC, toutes les associations donc, vont pouvoir bénéficier d'un versement de 80% de l'aide dès à présent. Je peux même vous dire d'ailleurs que tous les mandats sont effectués à l'heure où on se parle, depuis la semaine dernière. Donc chacun pourra au moins trouver une situation, malgré qu'ils n'aient peut-être pas les recettes d'un certain nombre d'activités. Quand on parle du sport, comme vous le faites, c'est des entrées dans des stades ou je ne sais pas quoi. D'autres, c'est des organisations de tout ce qu'ils savent faire, des teams, ou je sais pas ce qu'ils font d'autres, toutes les manifestations qu'ils organisent, des trails, etc. Voilà, bon, là, qu'est-ce que vous voulez, on sera aussi à côté de la région, au soutien du monde associatif et sportif, parce que je vous le dis souvent, mais c'est l'oxygène de nos territoires que le monde associatif. Donc il nous faudra savoir le soutenir. Je crois qu'on en a déjà fait la démonstration et je peux vous assurer qu'on fera tout ce qu'on peut pour poursuivre cet effort.